Alors, je vais faire une petite introduction pour permettre justement progressivement aux gens d'arriver. Aujourd'hui, je vais aussi commencer par me présenter. Je suis Stéphanie Favre, je travaille au CEREMA et je suis très heureuse de vous accueillir pour ce 26e Cafinaire Wattels, Cafinaire des acteurs de la santé environnement dans les territoires. Pour commencer, un petit point technique. Donc déjà, ce Cafinaire est enregistré. Il sera donc disponible en replay. Si vous voulez ne pas apparaître sur le replay, n'hésitez pas à nous le signaler. On se retrouve pour environ 1 heure, donc 20 minutes de présentation, 20-25 minutes de présentation, et après, temps libre pour les échanges. Moi, je ne coupe pas au bout d'1 heure. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Et si au bout d'1 heure, si à 10 heures, il faut que vous partiez, bien sûr, il n'y a aucun souci. Ensuite, vous avez le chat, comme dans tous les cafinaires, n'hésitez pas à l'utiliser. Il y a déjà des personnes qui l'ont utilisé pour faire un petit bonjour. Vous pouvez aussi l'utiliser pour vous présenter. Vous pouvez aussi l'utiliser pour poser vos questions pendant la présentation et nous les poserons aux intervenants. Donc les questions, oui, ce sera à la fin de l'intervention plutôt, soit directement à l'oral. Vous pouvez aussi lever la main. Vous avez aussi, normalement dans les réactions en bas de votre interface sur Ring Central, vous avez réaction. Vous pouvez aussi lever la main si vous souhaitez poser une question. Donc aujourd'hui, on accueille la communauté urbaine de Dunkerque. C'est la saison 2 de notre série de cafinaires de la communauté urbaine de Dunkerque. On a déjà eu le plaisir d'avoir une intervention sur le PLUIHD de la communauté urbaine de Dunkerque, donc Delphine Capet et Sandrine Babonneau de l'agence d'urbanisme Flandre Dunkerque Lagure étaient venues intervenir. Elle nous avait présenté comment les enjeux de santé avaient été intégrés dans les différents axes réglementaires du PLUIHD. Donc ce webinaire est bien sûr disponible en replay. Si vous voulez y accéder, n'hésitez pas à nous demander dans le chat. À l'issue de ce premier webinaire, il y avait eu pas mal d'échanges sur les enjeux prioritaires, sur la priorisation des enjeux, sur les grilles d'analyse qu'avait utilisé l'équipe technique de la CUD et de la GUR pour justement prioriser ces enjeux de santé. Donc ces échanges, ils sont disponibles. Si vous intéressent, n'hésitez pas à nous les demander aussi. Et aujourd'hui, pour la saison 2, on a le plaisir d'accueillir d'autres intervenants, à la fois de la communauté urbaine de Dunkerque, donc Camille Delahaye, et de la GUR également, donc Mathieu Benoît, qui vont venir nous présenter comment tout ce travail qui avait été fait dans le PUHD, il avait facilité aujourd'hui l'intégration des enjeux de santé sur un projet de quartier avec des gros enjeux de création de logements. Donc on va faire un focus sur le quartier de Basseville à Dunkerque et ils vont nous présenter tout ce travail. Mais avant, pour commencer, j'avais une petite présentation, quelques éléments aussi à vous partager. Donc un petit mot sur le contexte. Donc on est sur les cafinaires Wattels, on est dans le cadre du plan national santé-environnement. Notre objectif, c'est d'animer, de fournir des ressources aux territoires qui agissent pour un environnement favorable à la santé. Vous trouvez déjà quelques informations, pas mal d'informations, des fiches actions, des dossiers sur le site internet Territoire Environnement Santé. On pourra vous remettre le lien dans le chat si vous voulez. Et donc notre deuxième action pour favoriser, pour mobiliser, pour présenter la diversité des actions des territoires en faveur de la santé environnementale, c'est les cafinaires Wattels. Donc c'est un vendredi par mois de 9h à 10h et c'est un témoignage d'une collectivité qui est disponible en replay. Les prochains rendez-vous d'ici la fin de l'année, on se retrouvera le 8 novembre. Le 8 novembre, on parlera d'organisation des services, comment on fédère, comment on organise des services, comment on accède à une information pertinente quand on est confronté au sujet du moustique tigre. Donc c'est à peu près tous les territoires
en France, et comment on prépare dès le mois de novembre la lutte contre le moustique tique, parce que c'est aujourd'hui que ça se prépare. En juillet, il est trop tard. Ensuite, le 29 novembre, on se retrouvera autour de l'expérience de la ville d'Assigné, près de Rennes, sur les mobilités actives et comment cette petite commune a réussi à devenir lauréate des villes marchables après, et comment surtout elle a mis pendant 20 ans en place des actions en faveur des mobilités actives et inclusives, et principalement la marche. Et ce CAFINER du 29 novembre, il sera en lien avec la communauté des villes, la communauté des mobilités actives. Et le 6 décembre, un petit sujet aussi sur les cours d'école. On a déjà traité des cours d'école, mais cette fois-ci, on va essayer de l'appréhender de manière différente, donc avec le retour d'expérience de la commune d'Anglette dans le 64. Et avec 2 angles, avec comment le réaménagement d'une cour d'école favorise l'activité physique pour tous, mais également comment on mobilise des financements et comment on rassemble les acteurs pour disposer de financements suffisants pour ce programme favorable au réaménagement des cours d'école, qui est un enjeu qui concerne de nombreuses collectivités aujourd'hui. Le programme 2025, il est en cours, donc si vous souhaitez vous aussi partager votre expérience, contactez-moi, c'est tout simple. L'idée, le projet de 2025, c'est de continuer à présenter cette santé environnementale à toutes les échelles de territoire. Donc on commencera l'année 2025 déjà par une session One Health pour les collectivités. One Health en pratique, notre intervenant viendra nous présenter les outils qui sont à disposition des collectivités pour avoir une vision, une seule santé partagée au sein des différents services concernés dans la collectivité. On aura aussi au mois de mars une intervention du SCOT de l'agglomération de Tours, qui a fait un gros travail de mobilisation des élus à l'échelle du SCOT en faveur de la santé environnement, pour mettre la santé au cœur du SCOT. Et enfin, on redescendra à l'échelle projet aussi, puisqu'il y a Cagnes-sur-Mer qui viendra nous présenter son projet de réouverture d'un cours d'eau au centre de la collectivité, et comment cette eau, elle a pu fédérer tout un projet très mobilisateur pour les citoyens, pour les services, pour les intervenants techniques, en faveur du mieux vivre ensemble. Et voilà, j'ai fait une petite introduction qui était un petit peu longue, mais comme ça, tout le monde est arrivé, tout le monde est en place. Et je vais pouvoir laisser la parole à nos 2 intervenants, donc Camille Delahaye et Mathieu Benoît, qui vont, je pense, vous se présenter un petit peu plus en détail et nous présenter leur expérience à la communauté urbaine de Dunkerque. Ça marche. Donc, je m'appelle Camille Delahaye, donc je suis chef de projet innovant. On est intégré en fait au sein d'une direction qui s'appelle Ville Durable. Donc plus spécifiquement, on s'occupe en fait donc soit du pilotage, soit de l'accompagnement en fait des projets, essentiellement des logements au sein de notre service, mais ça peut être également des projets de réhabilitation d'équipements publics ou même de parcs urbains. Donc on a un champ de mission assez large. Donc brièvement, on va peut-être d'abord commencer par vous présenter le territoire de la CUD et ensuite Mathieu vous présentera la Gure. Donc le territoire de la CUD, donc c'est près de 200 000 habitants, donc qui sont répartis sur 17 communes. Donc depuis plusieurs années maintenant, le territoire de la CUD a enclenché une démarche d'innovation et d'expérimentation pour construire la ville de demain, donc une ville, la ville durable, donc qui est une ville qu'on veut plus sobre, plus résiliente, mais aussi plus inclusive. Donc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler ces derniers temps, mais donc le territoire s'apprête à accueillir de nouvelles entreprises et voit aussi ces entreprises actuelles se développer. Donc, d'ici les prochaines années, le territoire s'apprête à accueillir près de 20 000 nouveaux emplois et donc des nouveaux habitants.
on commence à se préparer donc pour répondre aux nouveaux besoins de ces futurs habitants en logement, donc qui sont générés donc par potentiellement de futurs nouveaux habitants sur le territoire. Et donc pour cela, la CUN mène une stratégie en fait de développement durable à travers un urbanisme cohérent et responsable, notamment en faveur du bien-être des habitants. Donc, Mathieu, je vais te laisser présenter la GUR. Merci Camille. Bonjour à tous, Mathieu Benoît, je suis architecte urbaniste donc à la GUR, donc c'est l'agence d'urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque. Et donc du coup, pour présenter rapidement nos principales missions, on est appelé à travailler sur des questions d'observation, avec beaucoup d'observatoires très divers pour mieux comprendre notre territoire. On travaille aussi sur la sensibilisation et l'animation du débat public. On travaille sur les grandes stratégies territoriales, ainsi que sur du projet urbain pour mettre en œuvre les villes du territoire durable. Et donc ça, on peut le travailler à grande échelle, mais aussi à l'échelle de l'îlot ou parfois même à l'échelle de la rue. Voilà. Donc les élus sur notre territoire sont de plus en plus intéressés pour travailler ces questions de santé et l'ont notamment, comme on vous l'a probablement sans doute expliqué lors du dernier caféinaire, on a notamment décidé de l'inscrire dans le PADD, donc le projet d'aménagement et de développement durable, en tant qu'orientation numéro 1, donc promouvoir une agglomération attractive où il fait bon vivre. Et dans l'objectif numéro 1, du coup, c'est offrir une qualité de vie saine et agréable à notre population. Et donc, du coup, nous, à l'agence d'urbanisme, on essaye d'intégrer dans nos projets urbains, du coup, cette réflexion santé pour qu'elle vienne tout doucettement infuser nos réflexions, nos diagnostics, mais aussi derrière nos scénarios. Donc, c'est ce qu'on va vous présenter ce matin. Mais avant cela, peut-être quelques mots donc du coup sur l'urbanisme favorable à la santé. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que 80% de notre santé est impactée par nos choix d'aménagement. Donc, il y a à peu près 5% qui est lié à nos facteurs biologiques. Donc là, on ne peut pas évidemment faire grand-chose là-dessus en tant qu'agence d'urbanisme. Il y a 15% sur la qualité et l'offre de soins. Donc là aussi, on a peu d'impact. Mais par contre, il y a 80% où on peut avoir un impact, notamment sur les facteurs socio-économiques, l'accès à l'emploi, à l'éducation, à une alimentation saine. 25% sur les facteurs environnementaux. Donc vraiment tout ce qui fait l'environnement d'un habitat ou d'une balade ou d'un lieu de travail, que ce soit sonore, visuel, olfactif. Et il y a 10% qui sont liés au comportement individuel. Là, on pourrait penser qu'on a peu de marge de manœuvre, mais en fait, voilà, on dit souvent que les facteurs individuels sont générés par des choix collectifs. Et quand on décide d'implanter une piste cyclable à tel endroit, et bien du coup, ça peut faire évoluer les comportements individuels. Donc voilà, tout ça, c'est bien sûr basé sur des travaux scientifiques, et ça reprend en fait le travail de Barton et Hall et du guide Isadora de l'EHESP. Je vais m'attarder peut-être un peu plus sur les déterminants de santé, donc il y en a 15, où on a vraiment une possibilité d'agir, qui ont un impact donc, du coup sur l'aménagement. Donc la première famille, c'est l'environnement-milieu. Donc là, on retrouve la qualité de l'air. Donc la qualité de l'air, c'est tout ce qui va être la question de la pollution liée par exemple à un trafic routier, lié à une industrie, au chauffage, à l'agriculture. Enfin, voilà. Tout ça, forcément, on voit tout de suite l'impact qu'il peut y avoir sur la santé. On retrouve la question de la gestion des eaux dans les facteurs qui influencent la santé. Donc là, en contact direct, on pense tout de suite à l'alimentation, à la baignade, mais aussi en contact indirect, notamment la culture, l'irrigation. Et donc, on voit tout de suite que la qualité des eaux est un enjeu majeur pour la santé et donc elle doit être pensée directement dans l'aménagement. La question de la qualité des sols, là aussi, on voit assez rapidement le lien, alimentation, lutte contre le changement climatique, limiter les inondations. Donc là aussi, on peut avoir un impact. Et enfin, dans la même famille, donc du coup, environnement-milieu, on retrouve la biodiversité. Pourquoi ? Parce que on parle souvent d'approche One Health, où humains, animaux et biodiversité sont liés. Et l'un peut influencer l'autre, et on l'a vu notamment lors de la crise avec le Covid. La biodiversité peut aussi être positive pour la santé, notamment pour le bien-être physique et la santé mentale, parce qu'on sait que voilà, quand on voit un arbre, ça peut nous développer des choses ou nous rassurer. La deuxième grande famille, c'est la question l'environnement cadre de vie. Donc du coup, on va retrouver là la question des champs électromagnétiques.
réseau de transport, distribution d'électricité à haute fréquence, etc. On sait par exemple notamment chez les femmes enceintes et les bébés, les enfants, que voilà, ça peut engendrer de graves problèmes. Au niveau de la sécurité, dans ce déterminant-là, c'est plutôt éviter les accidents, mais aussi travailler sur le sentiment de sécurité, notamment parfois dans l'espace public, notamment les femmes le soir. Est-ce que voilà, elles vont avoir tendance à moins sortir, donc ça, c'est des choses qu'on essaye de travailler. On a notamment par exemple travaillé sur un SDAL il n'y a pas très longtemps à l'agence. La question de la température est très très importante, que ce soit quand il fait trop chaud ou trop froid, même si voilà, c'est plus facile. La difficulté est beaucoup plus importante sur les fortes chaleurs. On sait que voilà, quand il y a des canicules, il y a de graves problèmes, et donc du coup, la question de rafraîchir la ville, elle est fondamentale, et c'est un enjeu très très important pour nous. La question de la lumière naturelle aussi est très importante à plusieurs échelles, que ce soit pour les logements ou pour l'espace public, parce qu'on sait que la lumière a des conséquences sur notre rythme biologique, sur notre sommeil, sur notre humeur, sur notre capacité d'apprentissage, même sur notre immunité. Donc du coup, voilà, travailler bien la lumière dans nos projets. Et l'environnement sonore, c'est souvent quelque chose qui est un peu oublié dans les réflexions, mais on sait que il y a des bruits qui sont très néfastes entre guillemets pour notre santé. Ça a un lien avec le sommeil, ça embête aussi notre système cardiovasculaire, notre santé mentale. Donc voilà, très très important. Et là aussi, il y a plusieurs échelles, hein, que ce soit à l'échelle de la ville, un espace public qui est pas agréable, ou alors même à l'échelle du logement où on entend nos voisins, on entend une route très passante qui passe juste à côté. Dans le style de vie, on retrouve les revenus, donc les revenus d'une personne, l'accès au logement, à un service, à une alimentation saine. Donc là aussi, on peut jouer sur ce levier-là. L'alimentation, voilà, tout de suite, hein, alimentation, santé, je pense qu'aujourd'hui, on est habitué à les travailler de pair. Mais donc du coup, là, c'est tant sur la qualité de ce qu'on mange que sur l'accès à l'alimentation. Voilà. L'activité physique, là, ça peut être très large, hein. On peut parler de jardinage, de bricolage, vraiment d'activité physique en termes de sport, mais aussi en passant par des activités de déplacement du quotidien. On parle de déplacement actif. Donc tout ça, voilà, on essaie de les travailler aussi parce qu'on sait que ça a un impact sur la santé. Les compétences individuelles, là, ça va être tout ce qui est compétences psychosociales liées voilà, à la pensée, à l'émotion. Est-ce qu'on se repère dans l'espace? Est-ce que cette situation, elle est stressante pour nous ou pas? Par exemple, on sait que un enfant, quand il voit un arbre, ça le permet de mieux se développer. Donc, les compétences individuelles. Et enfin, donc, du coup, dans l'environnement socio-économique, dans cette famille-là, on va retrouver les interactions sociales. Voilà, est-ce qu'il y a des espaces publics capables de recevoir des personnes pour qu'ils puissent se rencontrer, échanger, coopérer, mais aussi, donc, du coup, l'accès aux services et aux équipements. Donc là aussi, hein, c'est tant sur est-ce qu'il y a des équipements et est-ce que c'est facile de s'y déplacer pour tous. Donc voilà, vous voyez que c'est déterminant. Donc en fait, c'est des facteurs hein, qui vont influencer ou positivement ou négativement la santé des habitants. Et donc du coup, nous, on va pouvoir jouer sur ces facteurs et donc on essaye de les prendre en compte dans l'aménagement. Et dans l'étude qu'on va vous présenter, c'est la première fois en tout cas qu'on a testé cette manière de penser en termes de fil rouge. Donc pour expérimenter donc la démarche UFS, donc on a choisi le quartier de la Bâteville. Donc ce quartier, c'est un quartier prioritaire de la ville de Dunkerque, donc qui compte près de 3000 habitants. Donc là, comme vous pouvez le voir sur le plan, le quartier de la Bâteville pourrait être considéré comme une presqu'île puisqu'il est vraiment bordé par les canaux. On voit que sur les franges du quartier, on retrouve des grands ensembles. Hein. On a les résidences emblématiques de la mairie que vous trouverez, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais sur cette berge. Si le cœur du quartier est davantage occupé par aujourd'hui un habitat qui est considéré comme assez ancien et diffus, on a quelques opérations d'immeubles collectifs qui ont vu malgré tout le jour dans les années 90. Donc c'est vraiment un quartier qui est en hyper proximité avec le centre-ville et qui est aussi une entrée d'agglomération majeure pour la ville de Dunkerque. Mais aujourd'hui, c'est un quartier
qui n'est pas vraiment valorisé et qui est vraiment aujourd'hui considéré plutôt comme un lieu de passage. Donc le quartier de la Basse-Ville se caractérise aujourd'hui par une forte dynamique de logement. Donc, comme vous pouvez le voir, on a plus de 500 logements à venir dans le quartier, donc d'ici les 5 aux 10 prochaines années. Donc, on a notamment déjà pas mal de projets qui ont démarré là d'ici la fin d'année. Donc, on commence à avoir déjà pas mal de grues sur le quartier. Et donc, en vue d'accompagner et tirer de profit cette dynamique, donc on a décidé de mener cette étude afin d'améliorer donc plusieurs choses. On a les mobilités à l'échelle du quartier, tout ce qui va être espace public, parce qu'on se demande où ces futurs habitants vont pouvoir se détendre, utiliser les espaces extérieurs. Ensuite, l'idée aussi, c'est d'ouvrir le quartier vers les berges, et donc d'en tirer profit, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, et aussi proposer donc une mixité fonctionnelle et une mixité de logements, puisqu'aujourd'hui c'est aussi un quartier qui est occupé essentiellement par des logements sociaux. Et donc pour initier cette étude, donc on a commencé en fait par réaliser un diagnostic en marchant. Donc pour réaliser ce diagnostic et également aller à la recherche de plusieurs informations, donc on a associé différents services de la communauté urbaine de Dunkerque, comme par exemple la direction Habitat Logement, ensuite donc évidemment l'agence d'urbanisme, et aussi donc les acteurs du quartier, donc comme les concierges de quartier, la mairie de quartier, donc qui ont vraiment un regard essentiel sur comment vit le quartier aujourd'hui. Donc, ce diagnostic en marchant nous a vraiment permis en fait d'identifier certains secteurs qui seraient pas aujourd'hui valorisés, et donc sur lesquels on pourrait travailler. Et donc ça nous a aussi permis donc de mettre en évidence les points faibles. On a pu remarquer par exemple plusieurs incivilités au niveau des déchets ou autres, et aussi mettre en avant donc les points forts de ce quartier. Donc après, cela nous a permis, donc, comme je vous disais, d'identifier plusieurs secteurs qu'ensuite on vous présentera à la suite de la présentation. Donc voilà, on a accumulé donc pas mal de données. On a aussi des logiciels à l'agence, la communauté urbaine, la GUR, avec des services de SIG, avec des veilles spatialisées pour avoir pas mal de données. Et puis cette marche nous a permis d'avoir vraiment du qualitatif aussi en termes de ressenti. Donc on n'était pas tout seul, il y a des collègues qui sont aussi présentes, je pense notamment à Vincent Paysagiste qui m'a accompagné aussi en binôme sur cette étude. Et donc on a travaillé cette donnée sous forme de planche thématique par la suite pour notre diagnostic, où on a tout le temps réfléchi avec une double page, avec un focus santé. Donc, c'est-à-dire qu'on travaillait une thématique d'un côté et on venait un peu traduire en termes de déterminants de santé lesquels étaient plutôt positifs au vu de la thématique et lesquels étaient plutôt négatifs. Donc ça a permis vraiment d'avoir souvent cette traduction avec ce que je vous ai présenté du coup juste avant, avec les différentes familles. Et donc, du coup, on vous propose ce matin d'explorer quelques focus sur les espaces publics du quartier pour que vous puissiez un peu mieux le comprendre. Donc, tout d'abord, sur la question des espaces publics. Donc voilà, on sait que c'est un quartier sportif avec le stade du Fort-Louis qui est très présent et qui rayonne à l'échelle de la Basse-Ville, mais aussi à plus grande échelle, à l'échelle de Dunkerque. Mais au vu des projets qui arrivent, les projets tendent à grignoter, à faire diminuer un peu les espaces publics. On sait qu'il y a des aires de jeu qui ont fermé, il y a des terrains de pétanque provisoires qui sont en train de bouger aussi. Et donc du coup, forcément, en termes de déterminants de santé, le déterminant du sport, des espaces de rencontre, qui était un atout pour le quartier, demain pourrait entre guillemets diminuer. Et donc du coup, nous on essaie de le mettre en avant à l'échelle du diagnostic. À l'inverse, on sait que par exemple la Basse-Ville a un tissu associatif avec des initiatives collectives très présentes. On pense notamment à la mairie de quartier qui fait beaucoup de choses, à des épiceries solidaires, à des jardins partagés. Et ça, c'est plutôt du coup une grande force pour le quartier avec une grande identité. Et on sait que là, en termes de santé, ça sera très positif et on essaye de s'appuyer là-dessus, donc du coup, à l'avenir, pour essayer de proposer des pistes d'action cohérentes.
si on fait un focus sur les canaux, donc Camille vous a dit que la basse ville est en fait une île. Et donc là, c'est très intéressant parce que du coup, on a repéré une ceinture de biodiversité très forte avec des arbres d'alignement, avec des plantations qui ont été récemment mises en place. Et donc du coup, présence du végétal, corridor de biodiversité, ceinture de fraîcheur. Donc là, il y a beaucoup de choses très positives. Donc même quand là, il y a des fortes chaleurs, là, c'est vraiment un endroit où il est bon de se promener. Cependant, c'est un espace qui est très bruyant parce que entrée de ville et donc du coup beaucoup de flux voitures et donc c'est pas vraiment un espace où on aime se promener. Et d'ailleurs durant notre marche, on s'en est bien rendu compte, c'est que c'est un espace très bruyant où c'est très agréable de déambuler, mais on va pas s'arrêter pour discuter ou pour lire un livre à cet endroit-là. Ce qui peut paraître paradoxal parce que c'est l'endroit qui est peut-être le plus agréable et le plus vert finalement du quartier. On a travaillé aussi au sein du diagnostic des thématiques qu'on n'aborde pas toujours dans nos études. Là, donc notamment la question du bruit. Donc on retrouve en fait bien ce qu'on disait juste avant, la question du pourtour du quartier qui est très bruyant. Là, on le voit en rouge un peu sur la carte du bruit. Et on est venu travailler cette couche avec les différents publics sensibles. Pourquoi ? On sait qu'en fait le bruit c'est un facteur très négatif pour la santé et on sait qu'il y a des publics qui sont on va dire plus sensibles aux questions de santé. On pense notamment aux enfants qui ont leurs poumons en plein développement. On peut penser aux sportifs qui sont en train de faire un effort très important. On peut penser aussi aux personnes âgées, aux personnes handicapées qui sont du coup plus affectées par les déterminants qu'on a pu parcourir avant. Et donc du coup pour nous c'était important de les situer par rapport à la carte du bruit parce qu'on sait que le bruit est très négatif et donc du coup on voulait voir où se situaient les personnes à risque et donc du coup dans les scénarios après comment on peut faire pour essayer d'apaiser entre guillemets les espaces où il y a des publics sensibles et comment on continue d'apaiser des espaces qui le sont aujourd'hui pour éviter qu'on fasse passer plus de flux voitures par exemple à proximité d'une école. Donc ça je sais qu'on a beaucoup parlé pendant les réunions. On n'a pas réussi entre guillemets à avoir une échelle fine en termes de carte de pollution de l'air, mais on est parti du coup du principe que vu que le bruit était essentiellement lié à la voiture, qu'il devait y avoir une corrélation entre la carte du bruit et la carte de l'air dans le quartier. Et donc du coup les espaces qui sont aujourd'hui les plus passants devaient aussi être ceux qui ont une qualité d'air la moins intéressante, voire la plus dangereuse pour la santé. Et donc, du coup, on a fait ce travail sur toutes les thématiques qu'on a abordées. Stationnement, circulation, espace public, cœur d'îlot, la question des rues. On a abordé pas mal de choses. Et à la fin, donc, du coup, on a fait une synthèse pour essayer de penser la ville différemment et que ce soit vraiment un facteur de choix au niveau de la santé. Et donc, du coup, on a fait une planche qui reprend tous les impacts positifs sur la santé qu'on a retrouvés sur le quartier. Et on a fait une planche à l'inverse sur les impacts négatifs. Le but donc du coup de cette planche est de faire comprendre que sur tout ce qui est positif, il faut réussir à le maintenir, à le valoriser, à même en faire peut-être même plus. Et tout ce qui est négatif, à le diminuer au maximum pour minimiser donc du coup les différentes expositions au bruit. Et donc là, dans les impacts positifs sur la santé, on trouve l'activité physique, notamment avec le stade, on trouve l'interaction sociale qui est aujourd'hui très présente sur le quartier, l'accès aux équipements, parce que il y a beaucoup d'équipements, on est à la porte du centre-ville et en plus à Dunkerque, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a la question du bus gratuit, donc du coup assez facile de se déplacer, tout le monde peut se déplacer assez facilement, et la biodiversité parce que corridor écologique en pourtour de ville. Par contre, dans les éléments négatifs sur lesquels on va essayer de travailler, dans les scénarios, on retrouve la biodiversité parce que du coup le cœur du quartier est beaucoup moins vert et on a quand même une ambiance qui est quand même beaucoup plus véhiculée en cœur de quartier. Et on a du coup l'environnement sonore, la sécurité parce que l'entrée de ville et la question des revenus parce que beaucoup de logements sociaux. Donc des choses qui doivent poser question et on doit faire pour tous ces espaces travailler et à améliorer et à maintenir ce qui existe déjà.
Voilà, je vais pas forcément m'attarder tout sur les enjeux, mais donc du coup, souvent ce qu'on fait, c'est on fait un scénario zéro, un petit peu, et si on laisse faire, qu'est-ce qui va se passer? Donc on peut voir que les espaces publics vont continuer de diminuer. On peut voir que les projets de logement tendent à rester sur du logement sociaux. Et donc voilà, peu de mixité finalement dans les nouveaux arrivants. Ce sera toujours un quartier qui sera traversé, mais on n'aura pas forcément envie de s'arrêter. Et puis en termes d'image, donc du coup, il n'y aura pas forcément d'évolution. Et puis si on parle du réchauffement climatique, donc du coup, forcément, peu de résilience, peu de nouveaux impacts, peu d'adaptation finalement aux enjeux de ce côté-là. Et donc du coup, on a mis des enjeux communs aménagement, santé, pour avoir un peu une grille de lecture sur nos scénarios qu'on va faire par la suite. Et donc du coup, imaginer les espaces publics de rencontres. Donc là, c'est pourquoi pas même maintenir ceux qui existent déjà pour ne pas les perdre. Poursuivre la dynamique de retourner les canaux, la ville sur les canaux. Et après, c'est travailler la place de la voiture pour la diminuer, pour valoriser les modes actifs. Donc là, voilà, on continue de travailler sur la question du sport, notamment dans les déterminants. Qualifier et sécuriser les entrées de ville. Là, on voit bien qu'on touche aux déterminants de la sécurité. Augmenter la part d'essences végétalisées, perméables, les îlots de chaleur, nature en ville, etc. Donc là, voilà, on touche à plusieurs déterminants. On touche à la question de la température, on touche à la question de la biodiversité, à l'eau pour pouvoir l'infiltrer. Et donc forcément réduire les expositions en nuisances. Là, on touche qualité d'air, on touche le bruit, on touche, pas mal de choses qui pourraient faire que demain le quartier, donc du coup, il passe à santé positive entre guillemets, et tout le monde serait gagnant-gagnant. Donc, suite à ce constat et au diagnostic qui avait été réalisé, donc comme je vous le disais un peu plus tôt dans la présentation, on a identifié plusieurs secteurs dans le cadre de l'étude, sur lesquels en fait on a mené une réflexion autour de différents scénarios d'aménagement. Donc des scénarios qui vont du plus au moins ambitieux en termes de potentiel aménagement futur. Donc un des secteurs, donc c'est notamment la berge le long de la rue du Canal de Bergue, donc côté ouest du quartier. Comme on disait également, quand on est allé sur place, on s'est rendu compte que c'était une berge qui était vraiment banalisée par la voiture. On s'est rendu compte également aussi que les espaces verts qui étaient résidentialisés actuellement par les résidences n'étaient pas forcément valorisés ou fortement utilisés. C'est pour ça qu'on a choisi en fait ce premier secteur d'aménagement. Donc l'objectif c'est aujourd'hui vraiment de tendre vers un apaisement en fait et une valorisation de cette berge, puisque on s'est rendu compte en allant sur site que c'était un endroit qui avait quand même beaucoup de potentiel, puisque on a quand même une proximité avec l'eau, on a un double alignement d'arbres, donc qui est plutôt sympa si on veut y passer et se détendre. Donc concrètement, dans nos scénarios, ça pourrait se traduire par exemple par l'aménagement d'aires de jeu. On a réfléchi également, donc là vous voyez sur la coupe que le stationnement se trouve côté berge et on a la piste cyclable qui se trouve côté résidence. Donc on a réfléchi dans l'un des scénarios à au moins inverser ces deux aménagements, donc pour pouvoir permettre aux habitants de circuler vraiment au bord de la berge. Et donc ça pourrait aussi également se traduire par l'aménagement d'espace donc sur les jardins des logements collectifs. On réfléchit également à se rapprocher en fait des résidences pour voir comment on pourrait valoriser ces différents espaces. Et donc là, vous voyez une petite photo en bas à gauche d'un projet, donc le quartier des Glacis, qui est un écoquartier en fait en cours d'aménagement. Voilà, c'est par exemple ce qu'on pourrait imaginer à l'avenir sur cette berge du quartier de la Basse-Ville. Et donc un autre secteur sur lequel on réfléchit, donc c'est notre îlot d'équipements sportifs et notamment le groupe scolaire André Nita. Aujourd'hui, donc c'est une école qui se situe donc juste en face d'un
d'un équipement sportif, donc sur lequel on retrouve terrain de basket, piste d'athlétisme, des bancs pour pouvoir s'y reposer, etc. Et donc on a constaté aujourd'hui que donc déjà les entrées et sorties de l'école se font côté rue du Fort-Louis, donc qui est un axe majeur du quartier actuellement. On se rend compte aussi que l'espace public est partagé donc avec l'arrêt de bus, avec aussi on a la piste cyclable. Donc en termes de sécurité et d'apaisement pour les enfants, on se rend compte que c'est pas idéal, et on n'a pas non plus forcément de liaison qui se fait avec l'espace public juste en face. Et donc on a réfléchi en fait à éventuellement l'aménagement d'une rue aux écoles. Donc cette rue aux écoles permettrait d'avoir notamment une nouvelle entrée de l'école, donc en lien directement avec l'équipement d'en face, permettre aussi de sécuriser le chemin maison-école, mais aussi de limiter en fait puisqu'on limiterait éventuellement la circulation, donc c'est de limiter les publics sensibles à l'exposition, que ce soit au bruit et aux polluants. Et puis comme vous pouvez le voir aussi actuellement, donc sur le plan, la cour d'école se trouve également en fait en proximité avec la rue. Donc on réfléchit également à avoir une rue une cour d'école un peu plus végétalisée. Donc voilà, donc là c'est pareil, on vous a présenté deux secteurs qu'on avait identifiés au cours de l'étude, mais on travaille également sur d'autres secteurs du quartier. Et donc on voulait aussi vous présenter, donc là on va un peu au-delà de la démarche UFS. Donc en fait la CUD s'est dotée d'une charte qu'on appelle la charte qualité d'habiter. Donc en fait cette charte elle vise à comment dire, avoir des logements plus qualitatifs. Donc on a des critères, que ça soit sur l'intérieur des logements ou aussi la qualité extérieure. Donc c'est une charte qui a été co-construite avec les différents services de la CUD, mais également aussi avec les acteurs du logement du territoire. Donc ça peut être par exemple les bailleurs sociaux, les opérateurs. Donc en fait concrètement, avant chaque projet d'aménagement, lorsqu'on rencontre les différents opérateurs, donc comme je vous le disais, que ça soit bailleur ou promoteur privé, on envoie en fait cette charte qualité d'habiter, donc qui est accompagnée par une grille d'évaluation, donc qui permet de faire l'exercice pour les opérateurs dans le cadre de leur projet de logement. Donc là, on vous a noté quelques exemples donc concrets. Donc ça peut être éviter les logements à simple orientation nord, privilégier les logements traversants, privilégier la lumière naturelle dans les circulations, ou encore développer donc en cœur d'îlot des îlots de fraîcheur. Donc là, par exemple, concrètement, on travaille sur un projet sur le quartier, et donc avec la GUR, on a réussi à obtenir gain de cause, et donc plutôt, par exemple, de privilégier en cœur d'îlot un îlot plutôt apaisé et vert, plutôt qu'avoir du stationnement qui justement est contradictoire avec la volonté d'apaiser le quartier. Donc voilà un peu comment on a mené cette étude. Et puis je sais pas si éventuellement tu veux rajouter quelque chose. Non, pas forcément. Peut-être juste sur la charte d'équité d'habiter, c'est très intéressant pour tous les questions de santé, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, la santé, ça se travaille à plusieurs échelles. Et donc, du coup, là, ça nous permet aussi d'avoir un outil pour travailler tous les déterminants à l'échelle du logement. Donc, la question de la lumière, la question de la biodiversité, de la fraîcheur. Donc, c'est un super outil qui va nous aider, je pense, à l'avenir pour le territoire. Voilà. Un grand merci à tous les deux pour avoir partagé cette expérience, pour avoir formalisé tous les apprentissages, toute la méthode que vous avez développée pour améliorer la qualité des projets de quartier, projets de logement sur ce quartier de Basseville.